Salut, on va parler de LR, Éric Ciotti contre le reste du monde. On va mettre la vidéo. On va mettre deux vidéos. Bon. Faites-vous votre propre opinion. Je le lance. Hop. Bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Je suis et reste le président des Républicains, malgré son exclusion rocambolesque cet après-midi par tous les ténors de la droite réunis en bureau politique. Éric Ciotti refuse d'abdiquer. Tout cela au lendemain de son annonce d'une alliance donc avec le Rassemblement national. Bonsoir Alexis Cuvillier. Le président de LR menace son propre parti de poursuites juridiques ce soir. Expliquez-nous ça. Oui, vous avez évoqué ces mots très forts d'Éric Ciotti. Je suis et je reste le président des Républicains. Éric Ciotti, bien décidé à se maintenir à ce poste dont on l'a privé cet après-midi. En tout cas, l'ensemble de ses anciens amis réunis dans ce bureau politique qu'on a évidemment beaucoup suivi cet après-midi sur BFM TV. Mais voilà, son entourage, l'entourage d'Éric Ciotti avait fait savoir dès ce matin qu'il n'accordait aucune valeur juridique à toutes les décisions qui seraient prises dans ce bureau politique, qui n'a, selon cet entourage, pas été convoqué dans les règles. Éric Ciotti, qui n'a, semble-t-il, pas été en mesure d'emmener beaucoup de députés sortants avec lui. La Commission nationale d'investiture a tout à l'heure été en capacité d'investir 59 députés sortants sur un total de 61. Seule une députée, une proche d'Éric Ciotti, originaire des Alpes-Maritimes, l'a suivi. Écoutez à ce sujet Michèle Tabarot, la présidente de la Commission nationale d'investiture, au micro de Joao Alencar. A été clarifié par nos candidats et donc c'est une chose importante pour nous. Tous nos candidats, la question leur a été posée et ils ont bien précisé qu'ils souhaitaient être les candidats des Républicains sans avoir aucun accord ni d'un côté ni d'un autre. Donc à la fois la réunion du bureau politique nous a permis de clarifier les choses. Il est clair que seules les investitures qui ont été attribuées cet après-midi et qui le seront donc avec nos vice-présidents entre ce soir et vendredi seront les investitures officielles des Républicains. Pour prendre la place d'Éric Ciotti, une coprésidence en intérim a été mise en place à l'issue de ce bureau politique. C'est Annie Genevard, la secrétaire générale du mouvement, qui reprend les rênes avec, en partenariat, François-Xavier Bellamy, tout juste réélu député européen. Annie Genevard qui est venue très symboliquement ici tout à l'heure en fin d'après-midi reprendre possession des lieux, ces lieux qui sont juste derrière moi, vous le voyez, cette porte fermée du siège des Républicains où on s'attend encore pas mal de mouvements et pas mal de bouleversements ces prochains jours. Alexis Cuvillier en direct du siège des Républicains avec Médéric Saltani. Alors nous sommes rejoints par Henri Guénaud, qui est ancien conseiller de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République et ancien député LR. Pierre Jacquemin, rédacteur en chef du magazine Politis. Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication Atlantico.fr. Amandine Atalaya et Laurent Neumann, tous deux éditorialistes politiques de BFM TV. Henri Guénaud, une première question. Est-ce qu'on est chez les dingues, comme le dit Aurélien Pradier, après cette journée surréaliste dans votre ancienne famille politique ? Les Républicains. Ah bon, bah alors tout va bien. Non mais voilà, on est dans un moment où la dinguerie est assez répandue. D'ailleurs, sans vouloir ironiser sur un sujet qui est plutôt affligeant, Éric Ciotti dit « je suis président et je le reste ». Oui. C'est un rappel assez le président de la République, je suis président et je le reste. J'ai le droit de faire ça, donc je le fais. C'est pareil, c'est exactement la même façon d'assumer ses fonctions. Bon, c'est un clin d'œil. Vous les mettez dos à dos ? Non, mais sur ce sujet-là. Oui, non, j'entends bien. Dire que c'est pas personne dos à dos. Il y en a un qui est président de la République. Oui, voilà, c'est une charge d'un autre ordre, si je puis me permettre. C'est pratiquement les mêmes mots et les mêmes genres d'attitudes. Voilà. Alors cela dit, la Constitution donne au président de la République le droit de rester et de faire beaucoup de choses en se moquant de la vie de 3/4 des Français. Oui. Bon, alors. Chez LR, le problème qui est posé, c'est que les statuts... Moi, je ne défends pas du tout Éric Ciotti, mais les statuts ne permettent pas au bureau politique, ni même au Conseil national, de
débarquer le président. Donc vous nous dites qu'il est toujours président ce soir. En tout cas, sans qu'un juge n'a pas tranché de toute façon. Mais pour l'instant... Juste un détail, ils ne l'ont pas débarqué de son poste de président. Non, ils l'ont exclu même du parti, article 22-6, ce qui n'est pas pareil. Comme il n'est plus membre des LR, il ne peut plus être président. C'est habile. C'est comme ça que ça s'est passé. Comme un excommunié. Oui, c'est ça. Bah alors, Laurent Debat, vous gardez la parole. Malgré l'exclusion prononcée donc par le bureau politique qui s'est réuni, Éric Ciotti estime qu'il est toujours le président légitime des Républicains. Ce soir, il menace quand même de poursuites judiciaires. Il peut de fait les engager. Oui, alors j'avoue que j'étais extrêmement optimiste cet après-midi en me disant, franchement, par rapport à la période d'il y a 12 ans, vous vous souvenez, le Copé-Fillon, ça avait duré des mois, un feuilleton incroyable. On va revoir toutes ces images dans un instant, je vous rassure. On était en édition spéciale tous les jours. Oui, le même parti avait deux groupes à l'Assemblée nationale. Absolument. Et là, soyons honnêtes, en 24 heures, le cas Ciotti a été réglé. Il est exclu. Tous ceux qui veulent faire alliance avec le RN sont ou seront exclus. Enfin, ce que dit Reganou, c'est que c'est pas tout à fait réglé ce soir quand même. Non. Et on découvre ce soir que lui veut s'accrocher, qu'il est en train, la légitimité qu'il a perdue, puisqu'il a été sorti du parti les LR, il est en train d'essayer de la retrouver par la fenêtre en mobilisant les militants. Il a envoyé une lettre aux militants, il dit qu'il a reçu 10 000 signatures, 10 000 soutiens en quelques heures. Donc on voit bien qu'il va y avoir une bataille de légitimité et que malheureusement, ça peut du coup durer encore quelques jours. Quel que soit le point de vue politique qu'on puisse avoir quand même, Amandine Atalaya, on a Valérie Pécresse qui parle de traite, Xavier Bertrand d'un accord scélérat. Est-ce que c'est la fin inéluctable du Parti Les Républicains à l'issue de cette crise ? Oui, le Parti Les Républicains a explosé de fait. Quand on perd son président symboliquement, que tous les cadres du parti s'opposent avec des mots extrêmement violents à la décision qu'il a prise, il va falloir qu'ils se redéfinissent. Le problème, c'est que là, ils ont 18 jours devant eux pour faire campagne, avec accessoirement des logos à mettre sur des affiches, des candidats à présenter, et qu'on est incapable de dire comment tout ça va se passer. Mais à plus long terme, oui, c'est une famille qui va se restructurer. Mais c'est devenu tellement difficile pour eux, parce que entre les plus centristes qui sont déjà un peu partis, Bruno Le Maire, Darmanin, Édouard Philippe, qui ont rejoint Emmanuel Macron, les plus à droite qui partent aussi, il reste ceux qui restent, mais qui font moins de 5% à l'élection présidentielle. Donc que pèsent aujourd'hui les Républicains? Que veut dire même être républicain? Quelle est l'identité aujourd'hui de la famille républicaine? C'est une vraie question. Vous avez 2 heures. Merci beaucoup. Je pense que ça ne sera pas suffisant. Pierre Jacquemin, comment peuvent-ils sortir de ce psychodrame? On parle quand même, je le disais en début d'émission, d'un parti politique qui nous a donné 4 présidents de la République, donc le général de Gaulle. Donc c'est quand même... il se passe quelque chose de majeur. Pas le parti qui a donné le général de Gaulle. Non, j'étais sûr qu'il allait me reprendre là-dessus. Bon, alors... Pierre. J'ai quand même le sentiment qu'Éric Ciotti s'est totalement démonétisé, décrédibilisé à jamais. Ce qu'il s'est passé cet après-midi, ce qu'il se passe depuis ces derniers jours, enfin depuis ces 24 heures, me font penser qu'il y a, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête, mais même ses proches amis nous expliquent qu'il n'a même pas passé un coup de fil, qu'il a pris une décision sans même les en informer alors qu'il s'était vu quelques minutes auparavant. Ce qui s'est passé est lunaire, et c'est d'autant plus lunaire que en plus de ce coup de folie, il y a du mensonge. Jordan Bardella est quand même allé faire un 20h hier pour nous dire qu'il y avait un accord politique avec des députés, avec le parti Les Républicains, ce qui est totalement faux. C'est faux. Vous appelez les députés des Républicains aujourd'hui, il n'y en a pas un, si une, qui vous dit il y a un accord de passer et j'accepte de partir sous les couleurs du Rassemblement national avec les Républicains. Mais donc, ce soir, Éric Ciotti dit qu'il y aura 80 candidats avec cette double investiture. Bien sûr, j'attends de voir. J'allais dire RPR, pardonnez-moi, LR et RN. Et je vais vous dire ma conviction, c'est que je pense qu'Éric Ciotti, enfin en tout cas les Républicains ont été très naïfs de penser qu'Éric Ciotti resterait cette droite républicaine. Ils ont investi quand même à la tête des Républicains un homme politique qui quand même a la même parole, la même rhétorique, les mêmes idées que Marine Le Pen, et qu'à un moment donné, ils se doutaient bien quand même que ce rapprochement allait se faire. Éric Ciotti rêve d'être ministre et d'être maire de Nice, donc c'était pas avec les Républicains, le groupuscule qui constitue aujourd'hui l'Assemblée nationale, qui pourrait avoir ces strapontins et qu'il souhaite depuis tant d'années. Et la dernière chose que je veux dire, c'est que je pense que les Républicains seraient seraient fondés s'ils devaient renaître de leur cendre, parce qu'aujourd'hui c'est quand même un peu compliqué, de faire un accord avec la Macronie. C'est évident, ils ont une filiation idéologique avec la Macronie. Il faut arrêter
arrêter de se raconter des histoires. Il raconte la même chose. Emmanuel Macron a fait ce que les Républicains ont toujours rêvé de faire. Mais ils en sont donc aujourd'hui, je pense que les Républicains, s'ils doivent se reconstituer... En ce qui concerne M. Ciotti, il raconte plutôt les mêmes choses certain, que le RN. Mais je me trompe peut-être, mais j'ai le sentiment quand même que, à l'unanimité des cadres du parti Les Républicains, ils ont quand même voté l'exclusion de M. Ciotti. Ça veut dire qu'il y a un désaccord de politique, et ça fait encore un tout petit peu plaisir de voir que chez les Républicains, il y a encore des Républicains. Jean-Sébastien Ferjou, est-ce que c'est du bluff, là, les 80 candidats annoncés? Non, mais on voit que sur les 61 députés sortants, il y en a 59 qui, en l'état, on verra bien, hein, parce qu'une campagne c'est compliqué, qui en l'état ont fait le choix d'être investis uniquement sur l'étiquette LR, sans alliance avec enfin en tout cas sans coinvestiture avec le Rassemblement national. Et quand on regarde la sociologie des circonscriptions... Ils sortent d'où ces 80 candidats qui nous sont annoncés? Non, mais c'est 80 investitures en tout. C'est-à-dire que Éric Ciotti, lui, il parle d'un accord électoral global. Mais là où on voit, on peut discuter de l'opportunité de le faire. Après tout, il y a une partie de l'électorat de droite, des sympathisants de droite, qui incontestablement étaient plutôt favorables à un accord avec le Rassemblement national. Il y a des enquêtes qui l'ont montré, environ 60% des sympathisants de droite peuvent y être favorables. Après, on peut être d'accord, pas d'accord, mais c'est factuel. Simplement, la manière dont l'a fait Éric Ciotti est particulièrement déconcertante, parce que c'est une cartouche à un coup. Si vous négociez un accord électoral, vous le faites comme la gauche est en train de le faire. C'est-à-dire, vous le faites avec un accord qui est ficelé, en arrivant avec une carte en disant voilà les circonscriptions que nous avons, voilà l'accord programmatique que nous avons, voilà ce que j'ai obtenu, pas seulement à titre personnel, mais ce que j'ai obtenu politiquement. Alors après, ce serait une rupture incontestablement avec l'histoire de ce parti et avec le général de Gaulle. Mais enfin, de toute façon, comme le disait Henri Guénaud, on est dans une rupture absolue avec ça. Parce que moi, je vous rejoins sur ce que vous disiez. La Constitution de la Ve République donne des pouvoirs sans équivalent dans les démocraties occidentales au président de la République. Et le corollaire, aux yeux du général de Gaulle, il était très clair. Ça va avec la responsabilité personnelle du chef de l'État devant le peuple. Là, Emmanuel Macron provoque une élection, c'est-à-dire que ce n'est pas les élections qui sont prévues sur les rythmes habituels. On n'est pas dans le cas de François Mitterrand en 1986, parce que c'était la fin de la mandature. Donc, s'il provoque cette élection, il demande de facto une relégitimation. S'il ne l'obtient pas, la logique démocratique et institutionnelle, au regard des pouvoirs extravagants qu'a le président de la République dans la Constitution de la Ve République, c'est qu'il s'en aille. Et c'est pour ça que les Républicains ne sont pas nécessairement morts. Là, je suis d'accord avec vous, hein, ça ressemble à l'ordre du temple solaire, c'est complètement grotesque les histoires d'aujourd'hui. Mais ils ne sont pas forcément morts parce que Emmanuel Macron est le verrou... Ils n'ont pas encore tous pris le... Ça suscite Emmanuel Macron est le verrou qui empêche la clarification de la vie politique française. Mais si on se projette dans un après Emmanuel Macron, mais là, peut-être y aura-t-il de la place pour une droite républicaine qui, précisément, aura gardé son territoire politique. Pensez-vous que les sympathisants et les militants LR aujourd'hui peuvent donner raison à Éric Ciotti? Oui. Moi, je pense que oui. Mais oui, parce que la situation est beaucoup plus complexe que celle qu'on présente. Là, on s'occupe des gens qui squattent les micros, mais il y a, qu'on l'approuve ou non, il y a dans ce qu'on pourrait appeler le peuple de droite. Hein. Moi, je déteste ce genre de concept, mais en tout cas, on comprend ce que ça veut dire, même si c'est imprécis. De prendre forme, une farouche volonté d'unir toutes les droites sans distinction pour combattre à la fois le macronisme et ce qu'ils appelleront, ce qui est dans leur esprit, l'islamo-gauchisme, voire le bolchevisme. Enfin bon, voilà, ils sont en guerre. Ça, il y a une partie du peuple qui est en guerre contre l'autre, mais de l'autre côté, c'est pareil. On voit bien d'ailleurs la polarisation qui est en train de s'opérer, qui se durcit là, de façon extrêmement inquiétante et sur lequel j'ai le sentiment que le président de la République a envie d'instrumentaliser. Il fait ça depuis très longtemps. Hein. Donc, diviser pour régner, c'est vieux comme le monde, hein, et pas nouveau comme le nouveau monde. Bon, et extraordinairement dangereux. C'est ce qui est en train de se passer. Donc, moi, il faut faire très attention. Il faut voir ce qu'ils vont gagner du point de vue de leurs convictions, mais ce qu'ils vont perdre du point de vue de l'élection, parce que ce qu'a fait Éric Ciotti, encore une fois que je n'approuve pas, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a montré à un tas de gens de droite qui pensaient que ça n'était pas possible, au fond, s'était fait une raison, que c'était possible. Oui. Et donc, toute personne qui va se mettre en travers... Il suffit de sauter au-dessus de la barrière. Voilà. Oui, et ceux qui vont se mettre en travers, au moins dans un premier temps, ils vont être coupables d'empêcher le peuple de droite d'aller de mener son combat et d'exprimer sa colère. Voilà. Donc c'est très compliqué.
Et chez LR, il faut le dire, le haut est contre et la base est plutôt pour. J'ai pas de chiffres et personne n'en a, mais c'est ça qui rend la situation. C'est pas tout à fait vrai de l'électorat. Il y a un sondage qui montre que 60% des électeurs de M. Bellamy sont davantage inspirés par un accord avec Renaissance, quand même. Oui, ça fait. C'est quand même pas rien. Hein. Ça, oui, enfin, d'abord ça. Dans les deux cas, on est dans la marge d'erreur. Oui, mais on est dans la marge d'erreur. Et puis, personne ne le sait exactement parce que les sondages qui ont été faits l'ont été dans des circonstances différentes. 60% de 7%. Il y a en tout cas un ressenti des élus de droite. Ça va être compliqué le retour à l'Assemblée. Non, mais il y a aussi plusieurs droites. La sociologie des Alpes-Maritimes n'est absolument pas la sociologie de regarder l'Ouest parisien. LR est repassé devant Renaissance dans l'Ouest parisien comme dans les Hauts-de-Seine. Donc je ne crois pas qu'il faille enterrer les Républicains parce que, encore une fois, nous vivons dans l'environnement où il y a Emmanuel Macron qui pollue en quelque sorte. Enfin, il parlait de clarification qui empêche, quoi qu'il en soit, la clarification. Non, mais je vous parlais de recomposition de la vie politique. C'est qui pollue qui me fait rire. Non, mais qui empêche la recomposition. Le jour où Emmanuel Macron n'est plus là, les cartes seront rebattues. Alors, on ne peut pas observer ce qui se passe sans repenser évidemment aux précédentes crises internes de la droite républicaine. Et c'est ce que nous allons voir dans notre séquence Les Éclaireurs. Bonsoir François Gapillon. Bonsoir Yves, bonsoir. On replonge avec vous en 2012. C'est la bataille sans merci entre François Fillon et Jean-François Copé. À l'occasion de l'élection à la présidence de l'UMP qui avait très mal tourné, le vaudeville avec ses portes qui claquent avait lieu à cette époque au 238 rue de Vaugirard à Paris. 18 novembre 2012, Jean-François Copé prend de court la COCOE, désormais célèbre, la Commission de contrôle des opérations électorales. Les militants et les militantes de l'UMP viennent aujourd'hui de m'accorder la majorité de leurs suffrages et ainsi de m'élire comme président de l'UMP avec à mes côtés Luc Châtel et Michel Tabarot. Je veux aussi dire à François Fillon une pensée toute particulière. Je veux lui dire que je souhaite dès maintenant travailler la main dans la main avec lui et avec l'ensemble de ceux qui ne m'ont pas soutenu. Ça n'a pas marché, c'est le moins que l'on puisse dire. Quelques minutes plus tard seulement, son adversaire, que dis-je, son ennemi juré, en la personne de François Fillon, annonce qu'il a lui aussi gagné l'élection à la présidence de l'UMP. Ces résultats me donnent une courte victoire de 224 voix. Je ne laisserai pas voler la victoire aux militants. S'ensuit un psychodrame d'un mois, une pièce de théâtre dont l'un des comédiens n'est autre que Éric Ciotti, alors directeur de campagne de François Fillon. Écoutez bien ce que disait l'intéressé au sujet de la proposition de vice-présidence de l'UMP adressée par Jean-François Copé à François Fillon alors. François Fillon a une hauteur, c'est un homme d'État, il ne va pas participer à un petit niveau à une opération qui n'est pas à la hauteur de son parcours et de l'espérance qu'il porte pour notre pays. On imagine les sourires en coin de certains aujourd'hui en réécoutant ces propos vieux de 12 ans. Merci beaucoup François Gapillon. Henri Guénaud, il y a une défaite quelque part, enfin je sais pas, des valeurs de ce parti, peut-être aussi du président Sarkozy qui a conduit lentement au fil des crises à la disparition progressive des héritiers du général de Gaulle. Oui, alors bien le problème, c'est pas de refaire ou de conserver un parti de droite républicaine, ça ne veut rien dire. Ce parti avait un sens quand il était le parti gaulliste et qui avait faisait des alliances avec, non pas la droite républicaine, mais les libéraux et les centristes, c'est-à-dire l'UDF. Tout ça fonctionnait très bien, chacun était à sa place. Le péché originel, c'est la création de l'UMP, où on a mis ensemble des gens qui n'avaient en fait pas de culture commune, pas d'histoire commune, et même pas de dessin commun. Bon, ça a été fait sous la pression d'Alain Juppé, dont l'héritier était Édouard Philippe, d'Édouard Balladur et de tous ceux qui trouvaient que le RPR c'est un parti trop populaire, avec une base populaire trop large, tout ça n'était pas moderne, que le gaullisme au fond c'était ringard. Ça a donné progressivement ce résultat. C'est-à-dire la première alerte a été évidemment la victoire d'En Marche et d'Emmanuel Macron, qui était en réalité déjà le premier aboutissement de ce processus. Et d'ailleurs, une partie de ceux qui avaient toujours pensé la même chose sont allés rejoindre Emmanuel Macron. Et là, on est dans le deuxième acte, mais qui pourrait bien être le cinquième acte en fait de la tragédie. C'est-à-dire, on est à la fin de ce processus. Il y a le parti tel qu'il est écartelé entre ceux qui veulent aller chez Macron, ceux qui veulent aller au RN, ceux qui veulent aller nulle part. En fait,
en ce moment, n'a rien à dire, même si chacun des membres importants des partis républicains a quelque chose à dire pour lui-même, le parti en tant que tel, il ne dit plus rien. Il est devenu... presque inutile parce que il a rien à dire. Je suis pas du tout d'accord pour penser que ça va se recomposer une fois que Macron sera parti. On va revoir renaître les Républicains. Je parlais pas des Républicains. Tels qu'ils sont aujourd'hui. Non, mais même c'est pas la droite. Il faut quand même regarder les choses. Attention, là, vous allez nous dire que la droite, ça veut rien dire. Voilà, mais je pense que ça veut rien dire. J'ai senti arriver. C'est-à-dire que regardez le Rassemblement national, c'est pas la droite. C'est un parti totalement différent. Il y a des gens de droite et puis il y a des gens chez moi. Moi, je suis arlésien, vous le savez, donc les premiers qui sont allés au Front National sont les anciens électeurs du PC. Voilà, il y a une base populaire qui ne se reconnaît pas dans l'idée de droite. Donc, vous l'appelez ça l'extrême droite, populiste, comme vous voudrez, mais en tout cas, c'est pas ce qu'on appelle. Et la droite, c'est quoi? C'est la droite orléaniste, la droite de l'argent, c'est la droite traditionnaliste. Ils se sont jamais entendus. Et sur 200 ans, la droite n'a pratiquement jamais gouverné en France. Ce qui a gouverné, qui n'était pas la gauche, c'est le bonapartisme, c'est le gaullisme, ou ce qui en héritait. Voilà. Et à partir du moment, c'est comme le Parti socialiste, le socialisme humaniste de Blum et de Jaurès ayant disparu, quoi qu'en disent ceux qui s'en réclament sans arrêt, il y a deux grands courants de la pensée politique française, de l'imaginaire politique français ont disparu. Et ça, c'est ça qu'il faut arriver à restaurer. Et c'est vrai au centre aussi. Macron, ça a fait disparaître... Vous nous embarquez pas au centre parce que je dois distribuer la parole. Non, mais on arrive à la fin de ce dossier. Ça a fait disparaître les démocrates chrétiens, ça a fait disparaître toutes les traditions centristes. Et le paysage est pulvérisé. Il n'y a plus que des partis, il n'y a plus de famille politique. Pierre Jacquemin. Oui, moi je me pose la question de qui sont les héritiers de la droite? Qui sont ceux qui concourent à être les héritiers de la droite, si ce n'est M. Darmanin, M. Le Maire? Aujourd'hui, tous plus ou moins embarqués dans l'affaire d'Emmanuel Macron, dans le mouvement présidentiel. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a une forme d'hypocrisie permanente depuis ce quinquennat, et même celui d'avant, dans les Républicains, à ne pas vouloir assumer que ce que fait Emmanuel Macron, c'est la colonne vertébrale des Républicains. Certes, aujourd'hui... Mais si, ça l'est, et on voit bien qu'aujourd'hui regardez l'épisode de la loi immigration. Non, mais l'épisode de la loi immigration détricoté par le président qui se réjouit du fait qu'elle soit détricotée. Mais non, ça n'est pas ce que soit Hier parlait de la réforme des retraites. Pas que. En l'occurrence, ils étaient la réforme des retraites, mais y compris la question migratoire. Pardon, mais il y a un logiciel commun entre les Républicains et Emmanuel Macron sur ces grands thèmes. Oui, c'est pour ça qu'ils sont bons. Bah oui, et d'ailleurs, la clarification qui doit s'opérer, c'est qui va suivre M. Ciotti. Visiblement, ils ne sont pas très nombreux quand même. Alors peut-être que les militants et les sympathisants voudront suivre M. Ciotti, mais quand même, la machine qui est tenue aujourd'hui par les Républicains a quand même davantage tendance à vouloir conserver cette machine. Et il serait, en tout cas, un homme de gauche qui les conseille, mais qui serait bien inspiré d'aller voir du côté de M. Macron. Mais le projet de loi sur la fin de vie, c'est la dernière intervention de l'émission. Ça n'était pas un projet, cher Républicain. Les Républicains ont une vision économique différente, ont une vision de l'Europe différente, une vision des rapports de force entre les États européens différentes. Non, oui, bien sûr qu'il y a une partie de la droite ou du centre-droit, mais de toute façon, comme le disait Henri Guénaud, ça n'a plus beaucoup de sens, ces étiquettes-là, qui s'est allié avec le macronisme. Mais non, le macronisme ne résume certainement pas les sensibilités de droite. Merci à tous. Le Rassemblement national ne vaut pas mieux. Quoi. Ah ben oui. On ne va pas se lancer dans une analyse maintenant du Rassemblement national. Merci les uns et les autres. Alors, et on va mettre la deuxième vidéo. Il dure 10 minutes. Hop. Hop. BFM TV, Calvi 3D, Yves Calvi. Nous avons donc vécu une nouvelle journée rocambolesque au siège des Républicains. Bonsoir Anne-Sora Dubois. Alors qu'il a été viré la veille à l'unanimité par les ténors de son parti, Éric Ciotti a décidé de réinvestir son bureau ce matin. On a même eu le droit à un petit clip avec une petite musique pour mettre en scène ce retour, juste avant d'ailleurs qu'il aille déjeuner avec Jordan Bardella. Expliquez-nous.
Alors, Jordan Bardella, absolument, en présence également de Marine Le Pen. Et juste avant, effectivement, ces 13 secondes de vidéo, on aurait dit un peu un clip de campagne qui ont été tournés juste derrière cette fenêtre qui est celle du bureau du président des Républicains. Chose étonnante, vous l'avez peut-être vu sur la vidéo, un bureau quasi vide, sans dossier ni papier. Ensuite, il a envoyé à l'issue de ce déjeuner un communiqué pour appeler la nouvelle direction des Républicains à l'apaisement et au respect des statuts. Message pas du tout reçu par la nouvelle direction qui nous disait un peu plus tôt dans l'après-midi: ce soir, juridiquement, c'est très martial, Éric Ciotti est mort, il n'y aura plus de badge, il n'y aura plus de voiture, il n'y aura plus de statut et il n'y aura surtout plus d'investiture. Le bureau politique qui devait entériner ces décisions devait se tenir à 18h30, sauf que il a été reporté à demain. Pourquoi? Vraisemblablement parce que demain, il y a aussi une autre échéance qui attend les Républicains. À 11h, sur demande d'Éric Ciotti, le tribunal judiciaire de Paris va examiner le recours qu'Éric Ciotti a déposé pour contester ces décisions et même l'existence de ce bureau politique qui a voulu l'exclure. Voilà, désormais, eh bien, la décision est entre les mains de la justice. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire vraiment, c'est que la rupture est consommée entre Éric Ciotti et son parti. Je vous laisse avec cette image, donc, cette fenêtre du bureau des Républicains, du président du bureau des Républicains, qui est toujours ouverte à 7h, mais le bureau est vide. Le balcon. Merci Anne-Sora Dubois en direct du siège des Républicains avec Jean-Baptiste Margotta. Nous sommes rejoints par Clément Beaune, ancien ministre et député sortant de Paris, et Laurent Neumann, éditorialiste politique de BFM TV, à Anna Cabanal. Président des Républicains s'accroche littéralement à son siège, on l'a compris. Est-ce que ça peut durer comme ça jusqu'au 30 juin ? Bah écoutez, demain, il y a une décision du tribunal judiciaire de Paris qui a été saisie par référé pour contester, donc vous avez compris, la destitution d'Éric Ciotti par un bureau politique dont Éric Ciotti dit qu'il s'est réuni en dehors des statuts et de la légalité. Mais attendez, là on est, je veux dire, dans une très mauvaise série télé et ce serait grotesque et purement tragicomique si c'était pas aussi grave. Ce qui se jouait n'était pas... on est dans un compte à rebours, c'est-à-dire que dimanche doivent être déposées des investitures. Et la question, c'est est-ce que les candidats voulus par Éric Ciotti vont avoir le droit de mettre le logo LR à côté de leur nom ou pas? Et quand vous voyez l'état de ceux qui, en face d'Éric Ciotti, essayent de maintenir les LR en dehors de cette alliance avec le Rassemblement national, ils sont dans un état à la fois de fureur, de sidération, de colère. Moi, j'ai Bruno Retailleau qu'on a vu hier était dans un état. Vous l'avez jamais vu comme ça? Jamais, pas dire jamais. Il était fébrile, il était incandescent, et terrassé. Et on sentait la blessure absolue. Donc, si vous voulez, là, il y a cette tension-là, Yves, elle n'est pas prête de s'apaiser. Et ce qu'on voit, c'est qu'en face, Éric Ciotti est donc dans une forme de martialité et de bellicosité. Je ne vois pas très bien comment tout ça finit bien. Oui, bellicosité. Un joli mot. Je vous vois sourire comme ça, mais j'aime beaucoup ce mot et je trouve qu'il y a de la bellicosité de part et d'autre et que c'est même incandescent, voilà, franchement. Clément Beaune, vous avez exprimé sur les réseaux sociaux, non pas votre... comment dit-on? Bellicosité? Mais oui, voilà. Mais votre dégoût et en fait votre rejet après l'annonce de l'accord, Ciotti RN mardi. Avec un peu de recul, est-ce que vous percevez quand même que c'est une initiative purement personnelle qui n'engage que lui et plus qu'une alliance, non? Écoutez, je l'espère. Bon, tout ça, Anna Cabanal disait, c'est affligeant. Bon, alors il y a une forme de gourmandise, on a envie d'avoir le prochain épisode de la série Netflix qu'on oserait imaginer, mais en réalité, on parle de sujets extrêmement graves. Moi, c'est pas ma tradition politique et ma famille politique, mais qui n'est pas de droite républicaine organisée dans ce pays, je pense que c'est un problème. Et donc, ce qu'a fait Éric Ciotti, même si c'est individuel ou suivi par quelques-uns, parce que j'ai quand même l'impression que quelques élus LR le soutiennent pour des places, soyons clairs, je pense qu'il a fait ça pour lui, pour son avenir à Nice, pour son poste, peu importe. C'est dramatique, parce que avoir cette image de la politique, quand on va voter dans 2 semaines et demie, qu'on soit sympathisant de LR ou pas, que les Français regardent ça sans doute rien comprendre de ce qui se passe parce que c'est difficile à suivre. Je trouve que c'est une image navrante et que quelqu'un qui a dit il y a encore quelques mois jamais de compromis, jamais de compromission avec LR, qui est président d'une famille politique qui a une histoire gaulliste, en soit là, je pense que c'est un effondrement moral, éthique et politique qui est dramatique. Mais c'est un événement politique majeur, Laurent Neumann, parce que ça commence à ressembler quand même à une mascarade. Marine pense acheter une Ferrari, puis elle se retrouve avec une 4L. Non, je suis désolé. Ceux qui, sur le fond, d'ailleurs, ne retirent rien à ce qui s'est passé. Elle attendait des troupes. Et est-ce qu'il y a un pilote dans la voiture? Mais ouais, alors, si on prend au point de départ,
Jordan Bardella dit Éric Ciotti, il va venir avec plusieurs dizaines de députés. À l'arrivée, que nous avons essayé tout le temps de dénombrer et franchement, on n'y arrive pas. J'en suis témoin, vous avez posé 10 fois la question. À l'arrivée, il y en a 2. Un qui s'appelle Éric Ciotti et une qui est députée des Alpes-Maritimes, proche d'Éric Ciotti. Oui. C'est tout. Les 59 autres députés LR ont obtenu l'investiture pour se présenter en promettant qu'il n'y avait pas derrière d'accord avec le RN. Donc cette information-là donnée par Jordan Bardella était donc fausse. À moins qu'il n'ait parlé à ce moment-là, non pas de députés, mais de candidats. Et là, on se rapproche un peu de la vérité. Dans le deal entre Jordan Bardella et Éric Ciotti, il y a bien 80 candidats qui ont été choisis par Éric Ciotti et validés par le RN, qui auront et l'estampille LR et l'estampille RN. Sauf que Éric Ciotti n'est plus en mesure d'accorder... De fournir l'estampille LR. De fournir l'estampille LR. Oui. Donc effectivement, la baudruche se dégonfle singulièrement. Sauf si le tribunal demain devait donner raison à Éric Ciotti récupérant son statut de président des LR, et là, pardon, tout ça Et ça n'est pas à exclure. Et tout ça à 48 heures du dépôt des candidatures. J'aimerais pas être un membre de LR ce soir, je peux vous dire. Il va se passer quoi demain? C'est la suite du psychodrame. Et est-ce que Marine Le Pen s'est pas fait flouer quand même? Alors, je pense que ces histoires d'étiquettes, d'investiture, ça, tout le monde s'en fout. Personne n'y comprend rien et tout le monde s'en fout. La seule question... Il y a une image générale qui reste quand même. Il y a une image générale qui reste, la politique qui n'est pas bonne. Il y a un débat de fond qui est la possibilité ou la légitimité, oui ou non, d'une évolution des frontières politiques et la possibilité que des acteurs politiques qui n'étaient pas jusqu'à présent en alliance avec le Rassemblement national acceptent de travailler avec lui. Bon, vous, là où vous êtes, vous répondez non. À droite, certains répondent non, d'autres répondent oui. On est dans un scénario de dépassement. Après tout, Emmanuel Macron lui-même c'est pas neutre. Il a théorisé le dépassement, mais pas celui-là. Le dépassement vers l'extrême droite. C'est pour ça que je pense que dans cette histoire, depuis 2 jours, les acteurs de ce psychodrame sont tous minables. Éric Ciotti a été minable en montant un truc dans son coin sans mettre un débat qui était un débat légitime. En plus, ce débat, il aurait pu le porter devant les militants. Il l'aurait évidemment gagné parce que les militants sont prêts effectivement à élargir les frontières de leur camp. Il n'a pas fait ça, il l'a fait de manière grotesque. Et je pense aussi que la mise en scène de tous les cadors de LR, comme si le seul enjeu pour LR, c'était effectivement parler avec le RN était ce qu'il y avait de plus grave, alors que la gauche est en progression, alors qu'Emmanuel Macron tente d'être conduit, etc. Je pense que aussi ils ont un peu brouillé leur image. Pardonnez-moi, je viens de nous dire quelque chose de très important. Pardon, Laurent. L'un ou l'autre peuvent répondre, mais vous venez de nous dire que s'il avait consulté les militants, vous pensez qu'ils auraient approuvé un accord ponctuel avec le Rassemblement national. Je pense que oui. Après, c'est que là, ça rejoint un peu le débat qu'on avait tout à l'heure avec la gauche. C'est pas rien. Non, mais c'est que, en fait, la dissolution qui a précipité le calendrier je le rappelle, on parle du parti politique qui nous a donné 4 présidents et qui est né avec le général de Gaulle. Oui, mais attendez. Mais c'est les gaullistes. Oui, mais à l'origine. On ne peut pas banaliser, c'est pas rien. Bah oui, c'est pas rien, mais le président de la famille politique, le Rassemblement national, pourquoi pas, c'est déjà un drame politique en soi. Si on veut faire de la traçabilité historique, il faut la faire jusqu'au bout. Autour de Gaulle, il y avait des gens qui venaient d'une droite, même d'une droite monarchiste et même anti-républicaine à l'époque. Vous avez raison, Guillaume. Il y avait des républicains, des socialistes, notamment les fameux ceux qui ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. Voilà, Bousquet, Papon, ils n'étaient pas FN. Donc bon, vous voyez, donc si on veut faire de l'histoire, il faut en faire jusqu'au bout. Ensuite, est-il écrit une fois pour toutes que les frontières politiques doivent être figées à tout jamais? La gauche, c'est-à-dire que lorsque François Mitterrand a fait le choix de l'alliance avec le Parti communiste, qui à cette époque et jusqu'à très tard, c'est-à-dire que même après la chute du mur, était officiellement soumis à Moscou. Soumis au pouvoir soviétique. Là, Mitterrand a fait quand même une alliance. On s'est posé moins de débats. Je ne dis pas que c'est pas contestable. Non, je dis juste que ce débat, il peut être mené, mais à condition d'être mené dans des conditions claires. Et là, la dissolution fait que il a fallu régler tout ça en 2 jours. On en parlait tout à l'heure avec la gauche. La gauche se préparait une grande recomposition sans Mélenchon. La dissolution a fait que les logiques d'appareil ont repris dessus. Édouard Philippe, au sein de la majorité, préparait aussi une longue marche de 3 ans
pour préparer sa candidature présidentielle. Tout le monde est bousculé. Là, la dissolution a fait qu'il est contraint à entrer dans la marche aujourd'hui de la sourire Laurent Neumann. Dites-moi dans les commentaires si la vidéo vous plaît, partagez la vidéo, abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch, TikTok, Instagram. Abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la sonnette, cliquez sur la cloche et je vous dis à plus tard.